Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine pendant que je sirotais mon café. À 68 ans, j'avais appris à apprécier ces moments de calme. Je m'appelle Hélène Dubois, et il y a 30 ans, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Ma simple maison à 2 étages dans la banlieue de Lyon n'est pas ce que la plupart des gens attendraient de quelqu'un dans ma position. Les meubles sont usés, mais confortables. Des photos de famille tapissent les murs, et mon bien le plus précieux est le fauteuil de lecture de mon défunt mari, Jacques. Jacques est mort dans un accident de voiture, alors que notre fils Olivier n'avait que 2 ans, me laissant avec bien plus que du chagrin. Une entreprise ratée nous avait ensevelis sous les dettes. J'étais une infirmière de 38 ans, avec un bambin, pas de mari, et des créanciers qui appelaient jour et nuit. Ces premières années furent un tourbillon d'épuisement. Je faisais des gardes triples à l'hôpital Édouard Herriot, rentrant à la maison pour relever ma voisine âgée qui gardait Olivier. Chaque soir, après l'avoir mis au lit, j'étalais les papiers financiers sur la table de la cuisine, essayant désespérément de faire quadra les chiffres. Le tournant s'est produit lorsque j'ai remarqué combien de mes patients âgés n'avaient personne pour leur rendre visite. Ce n'étaient pas seulement des patients, c'était Éléonore, qui avait enseigné le piano pendant 50 ans, Robert, qui avait combattu en Algérie, Marguerite, qui avait élevé seule 5 enfants. « Si jamais je deviens vieille, » m'a dit Madame Abernathy un soir, alors que j'ajustais ses oreillers, « j'espère avoir quelqu'un comme vous pour prendre soin de moi, Hélène. » Ce commentaire a planté une graine. J'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion d'entreprise, survivant avec 3 heures de sommeil et une détermination à toute épreuve. Ma première résidence pour personnes âgées, que j'ai nommée les Chênes Dorés, était une maison de maître réaménagée avec seulement 8 résidents. La banque a ri quand j'ai demandé un prêt, une mère célibataire infirmière avec des dettes massives. Mais Marthe, ma chef de service, a cru en moi, devenant ma première investisseuse. Cette première année a failli me briser. Je faisais mes gardes d'infirmière, je me précipitais pour vérifier l'état des Chênes Dorés, puis je rentrais à la maison pour aider Olivier avec ses devoirs. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'Olivier ne m'entende pas. Puis, le bouche à oreille a commencé à se répandre sur notre établissement, sur la façon dont nous traitions les résidents comme de la famille, sur la priorité que nous accordions à leur dignité. Bientôt, nous avons eu une liste d'attente, puis des investisseurs, puis des offres d'expansion. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, les Chênes Dorés gèrent 28 résidences de luxe pour personnes âgées dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre approche a révolutionné les soins aux personnes âgées en mettant l'accent sur l'indépendance, la dignité et la joie. Pourtant, malgré mon succès, j'ai gardé un style de vie modeste. Ma maison est restée la même que celle où j'ai élevé Olivier. Je conduis une voiture fiable, mais ordinaire. Mes vêtements sont de qualité, mais pas de créateur. « À quoi bon un manoir quand on ne dort que dans un seul lit ?» disais-je à Olivier quand il suggérait que je déménage. Je préfère mettre cet argent à améliorer la vie de nos résidents. Olivier a grandi en me regardant travailler sans relâche, apprenant la valeur du travail acharné et de la compassion. Il est devenu pédiatre, un autre guérisseur, bien que pour les plus jeunes patients au lieu des plus âgés, jusqu'à ce qu'Isabelle Lefebvre entre dans nos vies. La première fois qu'Olivier l'a mentionné, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle travaille dans les relations publiques pour Pharmaciel. Tu devrais voir comment elle captive une assemblée. Quand ils sont finalement venus dîner, Isabelle était tout ce qu'Olivier avait décrit. Belle, soignée, confiante. Elle a complimenté ma maison d'une manière qui semblait répétée, ses yeux balayant tout comme pour en calculer la valeur. « Quel charmant petit endroit !» dit-elle, en insistant juste assez sur le mot « petit ». Tout au long du dîner, Isabelle a parlé de marques de luxe, de restaurants exclusifs
et de son récent voyage à Paris. Quand Olivier a mentionné que je possédais une entreprise, son intérêt a brièvement vacillé. « Quel genre d'entreprise » demanda-t-elle, soudainement attentive. « Des résidences pour personnes âgées. » dis-je simplement, sans préciser que les Chênes Dorés étaient la plus grande société privée de résidences pour personnes âgées du Sud-Est. « Oh » répondit-elle, son intérêt s'évanouissant immédiatement. « Ça doit être gratifiant. » Après leur départ, j'ai réfléchi à quel point Isabelle était différente des femmes qu'Olivier avait fréquentées auparavant. Elle était ambitieuse, certes, mais il y avait quelque chose sous son extérieur poli, une faim que je reconnaissais de mes propres années difficiles, une peur de ne pas avoir assez. J'ai décidé de réserver mon jugement. Après tout, chacun a sa propre histoire. Qui étais-je pour supposer le pire ? Je ne savais pas à quel point cette décision serait mise à l'épreuve dans les mois à venir. La pluie printanière tapotait contre la fenêtre de ma cuisine pendant que je préparais la tarte aux pommes préférée d'Olivier. Il amenait Isabelle dîner à nouveau, et malgré notre première rencontre maladroite, j'étais déterminée à faire un effort. Tout au long du dîner, j'ai observé la dynamique entre eux. Olivier, habituellement confiant, semblait s'en remettre à Isabelle pour presque tout. Il vérifiait sa réaction avant de partager une opinion et s'est arrêté 2 fois en pleine phrase quand elle lui a lancé un certain regard. Ce n'était pas le fils que j'avais élevé. Isabelle dominait la conversation, parlant d'événements exclusifs et citant des noms avec une aisance étudiée. Quand elle a mentionné ses parents, Richard et Victoria Lefebvre, sa voix a pris une qualité révérencieuse. La famille de papa est dans la finance depuis des générations, a-t-elle expliqué. Ils m'ont appris que la présentation est tout. Et êtes-vous d'accord avec cette évaluation ? Ai-je demandé. Bien sûr, les premières impressions sont tout dans mon monde. Et quel est ce monde ? Ai-je demandé doucement. Le monde réel, répondit-elle avec un sourire condescendant. Où les relations et les apparences déterminent le succès. Après le dîner, quand Isabelle est sortie pour prendre un appel, Olivier s'est immédiatement penché en avant. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il, les yeux avides d'approbation. J'ai choisi l'honnêteté, tempérée de gentillesse. Elle est certainement accomplie. Mais Olivier, te sens-tu toi-même quand tu es avec elle ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que l'Olivier que je connais a toujours valorisé le fond sur la forme. L'homme que j'ai vu ce soir semblait très préoccupé par l'approbation d'Isabelle. Il s'est reculé, sur la défensive. « Tu ne la connais pas comme moi, maman. » La conversation s'est terminée quand Isabelle est revenue, mais j'ai vu la graine du doute que j'avais plantée dans les yeux d'Olivier. La fois suivante, où j'ai vu Olivier, il a annoncé « Nous sommes fiancés ». Il m'a montré une photo d'une bague en diamant qui aurait pu payer une aile entière de ma première résidence. Les semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont accélérés à un rythme qui m'a laissé sans souffle. Isabelle avait apparemment planifié le mariage de ses rêves bien avant qu'Olivier ne la demande en mariage. Chaque détail était déjà décidé. Un hôtel 5 étoiles, des centaines d'invités, tout sur mesure. Le premier vrai conflit est survenu quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner. Elle a fait glisser un agenda en cuir sur la table, contenant un budget détaillé avec ma contribution déjà calculée. Une somme à 6 chiffres. « Isabelle, je serais heureuse d'organiser le dîner de répétition, mais je pense que nous devrions discuter du budget en présence d'Olivier. » Quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'agacement peut-être, ou du calcul. J'ai juste supposé qu'avec votre situation, vous voudriez avoir le temps de vous préparer financièrement. Ma situation. Les mots flottaient entre nous. Sa supposition sur mes finances était si claire qu'elle en était presque amusante. Le soir même, j'ai appelé mon notaire. 2 jours plus tard, j'ai signé les papiers transférant la propriété d'une magnifique maison sur les quais de Saône, dans le quartier le plus exclusif de Lyon,
une demeure de 4 millions d'euros que j'avais achetée comme investissement il y a des années, ainsi que 30% des parts des Chênes Dorés à donner à Olivier et Isabelle comme cadeau de mariage. À l'approche du mariage, j'ai pris une autre décision. Malgré les suggestions d'Isabelle sur la tenue appropriée, j'ai choisi de porter mon tailleur Chanel Vintage que Jacques m'avait offert pour notre 10e anniversaire. « Maman » a dit Olivier quand je lui ai montré mon choix, « il est magnifique. » Mais Isabelle pensait à quelque chose de plus moderne. « Olivier, je l'ai porté à chaque jour important de ma vie depuis que ton père me l'a offert. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Mais Isabelle n'était pas facile à persuader. Lors de notre dernière réunion avant le mariage, elle a regardé mon tailleur avec une horreur mal dissimulée, me montrant des photos de robes de mère du marié, toutes en paillettes et couleurs vives. « Je crains juste que vous ne vous sentiez pas à votre place, » dit-elle. « Les gens vont regarder. » J'ai souri, ramassant mon sac à main pour partir. Alors ils verront une femme qui valorise le sens plutôt que le spectacle. Cela me convient. Pourtant, quelque chose me dérangeait suffisamment pour que je passe un autre appel ce soir-là, à un détective privé discret que j'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents d'entreprise. Quelque chose dans les histoires d'Isabelle ne collait pas tout à fait. Juste une vérification de base. Ai-je dit au détective. Famille, éducation, emploi, rien d'intrusif. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point cette décision se révélerait cruciale. La première fois que j'ai rencontré les Lefebvre, c'était dans un restaurant huppé du centre de Lyon, 2 mois avant le mariage. Richard et Victoria Lefebvre sont arrivés avec 15 minutes de retard, faisant une entrée qui a fait tourner les têtes. Richard portait un costume sur mesure avec une montre en or ostentatoire. Victoria, blonde et chirurgicalement conservée, dégoulinait de bijoux. Tout au long du dîner, les Lefebvre ont dominé la conversation avec des histoires sur leur club de golf, leurs vacances dans des lieux exclusifs et leurs amis haut placés. Chaque anecdote semblait soigneusement conçue pour établir leur statut social. « Et où avez-vous grandi, Isabelle » ai-je demandé pendant une accalmie dans la conversation. Un moment de tension a parcouru la table. Victoria a répondu avant qu'Isabelle ne puisse ouvrir la bouche. À Neuilly-sur-Seine, bien sûr. Le domaine des Lefebvre est dans la famille de Richard depuis des générations. Isabelle a hoché la tête, mais j'ai remarqué qu'elle s'est soudainement intéressée de très près à son dessert. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon détective privé. « Madame Dubois, j'ai quelques découvertes préliminaires que vous voudrez peut-être entendre en personne. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille. Les Lefebvre ne sont pas ceux qu'ils prétendent être, » a-t-il dit sans préambule. Richard et Victoria Lefebvre de Neuilly n'existent pas, du moins pas ceux liés à Isabelle. J'ai ouvert le dossier pour trouver des documents montrant que Richard et Victoria Barret étaient des acteurs de second ordre qui travaillaient principalement comme figurants. Ils ont été engagés pour jouer les parents d'Isabelle à plusieurs événements au cours des dernières années, a expliqué Dubois. Il y a une trace écrite des paiements d'Isabelle à leur encontre. Ma main tremblait légèrement en tournant la page pour découvrir le véritable passé d'Isabelle. Isabelle Collin avait grandi dans une cité HLM à Vénissieux, en banlieue de Lyon, fille d'un ouvrier d'usine nommé Franck Collin et d'une serveuse qui avait abandonné la famille quand Isabelle avait 12 ans. Elle a changé son nom légalement il y a 5 ans, a poursuivi Dubois. Elle a financé ses études en IUT, puis a été transférée à l'Université de Lyon grâce à une bourse, se créant une toute nouvelle identité. Je me suis adossée, digérant cette information. Isabelle n'avait pas seulement caché son passé, elle avait construit une fiction élaborée avec des acteurs payés. « Il y a plus », a dit Dubois. Elle est profondément endettée. Vêtements de créateur, appartements de luxe, voitures chères, tout est financé au-delà de ses moyens.
Je ne pouvais pas condamner Isabelle pour avoir voulu échapper à la pauvreté. N'avais-je pas travaillé sans relâche pour offrir à Olivier des opportunités que je n'avais jamais eues? Mais la tromperie, les acteurs payés, les mensonges élaborés, qu'est-ce que cela disait de son caractère? Et Olivier le savait-il? Ce week-end-là, j'ai abordé le sujet avec précaution. « Olivier, que sais-tu du passé d'Isabelle ?» Il a haussé les épaules. Les trucs habituels. Elle a grandi à Neuilly, a fréquenté des écoles privées. Son père est dans la finance. Il ne savait donc pas. Mon cœur s'est serré. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, soudainement sur la défensive. « Tu ne l'as jamais aimée. »« Ce n'est pas vrai, » dis-je doucement. « Je la connais à peine, et il semble que tu ne la connaisses pas aussi bien que tu le penses non plus. » Olivier a jeté ses gants de jardinage. C'est ridicule. « Je me marie avec Isabelle dans 6 semaines. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. » Olivier est parti peu de temps après, en colère et confus. Je suis restée seule dans le jardin, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Étais-je en train de projeter mes propres valeurs sur mon fils? Étais-je injuste envers Isabelle? Peut-être que sa réinvention venait de la honte et de la peur, pas de la manipulation. J'ai décidé de donner à Isabelle une dernière chance de voir s'il y avait de l'authenticité sous la façade soigneusement construite. Je garderai l'information pour moi pour le moment, mais je surveillerai attentivement à l'approche du mariage. 5 semaines avant le mariage, Isabelle m'a invitée à l'essayage final de la robe dans un salon de mariage exclusif. Le champagne coulait à flots pendant que Victoria et 3 des demoiselles d'honneur d'Isabelle s'extasiaient devant la robe sur mesure. « C'est une Delphine Manivet !» annonça fièrement Isabelle en tournant devant les miroirs. Une pièce unique. J'ai souri et hoché la tête, me demandant si Frank Cullen reconnaîtrait sa fille dans cette création richement perlée. Selon le rapport de mon détective, Isabelle n'avait pas parlé à son père depuis 8 ans. « Hélène ?» dit Isabelle, interrompant mes pensées. « Nous devons rediscuter de votre tenue. » J'ai soupiré intérieurement. « Isabelle, comme je l'ai mentionné, je porterai mon tailleur Chanel. » Victoria a échangé un regard significatif avec Isabelle. « Chère Hélène, le mariage a une esthétique très spécifique. Votre pièce vintage pourrait sembler déplacée. » Isabelle m'a tendu une photo d'une robe sarcelle élaborée avec des paillettes et des plumes. Le créateur peut la faire en urgence pour un prix modique, seulement 7 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. C'est très généreux, mais inutile. Mon tailleur est parfaitement approprié pour un mariage formel. Le sourire d'Isabelle s'est crispé. « Hélène, je ne suis pas sûre que vous compreniez. Ce mariage sera couvert par le magazine Lyon Prestige. Chaque détail compte. »« Y compris moi ?» ai-je demandé avec douceur. « Eh bien, » dit finalement Isabelle, sa voix plus froide. « Je suppose que nous pouvons vous placer quelque part de moins central ?» Et voilà, la menace à peine voilée. Se conformer ou être marginalisé. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel de mon détective. « Madame Dubois, quelque chose est apparu. » Frank Cullen, le père d'Isabelle, a essayé de la contacter. Il vient à Lyon pour le mariage. Mon cœur s'est serré. Le sait-elle? Non. Il a appelé les bureaux de pharmaciel, mais elle a bloqué son numéro. Il a appris le mariage par un cousin qui a vu l'annonce dans le journal. J'ai pris une décision rapide. Donnez-lui mon numéro. Dites-lui que j'aimerais l'aider. Le lendemain, Frank Cullen a appelé. Sa voix était rude mais douce, avec un fort accent lyonnais. C'est ma petite, mon unique enfant. Sa mère est partie quand elle avait 12 ans et je l'ai élevée du mieux que j'ai pu. Le travail à l'usine ne paie pas beaucoup, mais Izzy était intelligente. Des bourses, elle a gravi les échelons. Je suis vraiment fière d'elle. Elle a honte de ses origines, a-t-il poursuivi. Elle a toujours voulu plus. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça, mais me couper complètement de sa vie. Sa voix s'est brisée.
Ça fait mal. Mon cœur s'est serré pour cet homme. Monsieur Colin, j'aimerais vous aider. Le mariage a lieu à l'Hôtel-Dieu samedi prochain. Je peux vous réserver une chambre là-bas la veille. Après quelques persuasions, il a accepté. J'ai fait la réservation à mon nom pour éviter d'alerter Isabelle et j'ai organisé une rencontre pour le petit déjeuner le matin du mariage. La veille du mariage, Olivier m'a surprise avec une visite. Il avait l'air épuisé. « Maman, penses-tu que je fais ce qu'il faut ?» La question est restée en suspens entre nous. J'ai choisi mes mots avec soin. « Seul toi peux répondre à ça, Olivier. Un mariage doit être construit sur la vérité, le respect et des valeurs partagées. Ressens-tu ces choses avec Isabelle ?» Il a fixé sa tasse. « Je l'aime, mais parfois j'ai l'impression de jouer un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Il n'est pas trop tard pour faire une pause et réfléchir. Tu sais, un report n'est pas une annulation. Il a secoué la tête. Tout est organisé. Des centaines d'invités arrivent. Je ne peux pas reculer maintenant. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, maman, quoi qu'il arrive demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement préparé mon tailleur Chanel, me demandant comment Isabelle réagirait en voyant son vrai père au mariage. Embrasserait-elle sa véritable identité ou la façade soigneusement construite se briserait-elle enfin complètement? Quoi qu'il en soit, demain promettait d'être tout sauf ordinaire. Le matin du mariage d'Olivier s'est levé, clair et lumineux. J'ai rencontré Franck Colin pour le petit déjeuner dans le restaurant tranquille de l'Hôtel-Dieu. Il semblait déplacé dans son costume soigneusement repassé qui avait connu des jours meilleurs. Autour d'un café, Franck a partagé des histoires sur l'enfance d'Isabelle. Sa détermination à l'école. Comment elle avait remporté un concours scientifique municipal avec un projet sur la purification de l'eau, son discours de major de promotion. Quand a-t-elle commencé? J'ai cherché une façon délicate de le formuler. À se réinventer, a complété Franck avec un sourire triste. À l'université, elle est rentrée ce premier Noël avec un nouvel accent, de nouveaux vêtements. Elle disait qu'elle en avait assez d'être la fille pauvre de la cité. En 3e année, elle n'amenait plus d'amis à la maison. À la remise des diplômes, elle avait changé de nom et m'avait dit qu'il serait préférable que je n'assiste pas à la cérémonie. Il a sorti une photo délavée d'une Isabelle adolescente, ou Easy, comme on l'appelait alors, souriant largement à côté de son père devant leur modeste immeuble. C'est la dernière photo que nous avons prise ensemble. Elle avait 17 ans. Mon cœur s'est serré pour lui. Qu'espérez-vous qu'il se passe aujourd'hui? Franck a soigneusement rangé la photo. Juste la voir. Peut-être lui parler une minute, lui dire que je suis fière d'elle, quoi qu'il arrive. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis habillée avec soin dans mon précieux tailleur Chanel. De mon sac à main, j'ai sorti une petite boîte en velours contenant mon cadeau de mariage. Une paire de boucles d'oreilles en saphir antique qui avait appartenu à ma grand-mère, ainsi que l'acte de propriété et les certificats d'action des chaînes dorées. À la réception, j'étais sur le point de demander Isabelle quand j'ai entendu sa voix derrière moi. « Hélène, vous voilà. » Je me suis retournée pour trouver Isabelle, s'approchant avec un groupe d'invités élégamment vêtus. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en voyant ma tenue, non pas avec admiration, mais avec consternation. « Vous avez décidé de porter le tailleur après tout ?» dit-elle, son sourire se crispant. « Oui, » ai-je répondu simplement. Il a une signification particulière pour moi. Le regard d'Isabelle s'est tourné vers le couple d'apparence importante à ses côtés. « Monsieur et Madame Harrington, voici... » Elle a fait une pause, son expression calculatrice. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle a terminé. « Voici la gouvernante de la famille, qui est avec eux depuis des années. Elle a pratiquement élevé Olivier. »
Le souffle s'est figé dans mes poumons. Venait-elle vraiment de me présenter comme la domestique? Madame Harrington, dégoulinant de diamants, m'a adressé un sourire condescendant. Comme c'est charmant qu'Olivier vous ait incluse dans sa journée spéciale. Une bonne aide est si difficile à trouver de nos jours. Je suis restée sans voix alors qu'Isabelle éloignait le couple en douceur, lançant par-dessus son épaule. La section famille est à l'avant, mais je suis sûre que vous serez plus à l'aise à l'arrière avec le personnel. Mes joues brûlaient d'humiliation et de choc. En 40 ans de carrière, je n'avais jamais été aussi ouvertement méprisée. Une jeune coordinatrice d'événements s'est approchée de moi avec hésitation. « Madame, êtes-vous avec le mariage ?» J'ai hoché la tête, retrouvant ma voix. « Je suis Hélène Dubois, la mère du marié. » Ses yeux se sont écarquillés de reconnaissance. « Oh, je suis tellement désolée. On m'avait dit que vous étiez… » Elle s'est interrompue, embarrassée. « La gouvernante, » ai-je complété. À ma grande surprise, elle m'a conduite non pas à l'avant où la famille s'assoit normalement, mais à une table tout au fond de la salle de réception, nichée derrière un grand arrangement floral. Mon carton de table indiquait simplement « H. Dubois », même pas « Madame » ou « Mère du marié ». Un homme plus âgé dans un costume impeccable s'est approché de ma table. « Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas Hélène Dubois des Chênes Dorés ?» J'ai levé les yeux, surprise. « Si, c'est bien moi. » Il a tendu la main. « Henry Winters. J'étais président de Pharmaciel jusqu'à ma retraite l'année dernière. Je crois que votre fils épouse l'une de nos spécialistes en relations publiques. »« C'est exact. » ai-je confirmé en lui serrant la main. « Isabelle Lefebvre. » Quelque chose a vacillé dans ses yeux. « Lefebvre ?» Je pensais que son nom était Colin. Mon cœur a raté un battement. « Vous la connaissiez sous le nom de Colin ?» Il a hoché la tête lentement. « Une jeune femme brillante. Elle a commencé dans notre bureau de Lyon il y a environ 6 ans. Travailleuse acharnée, ambitieuse. » Il a jeté un coup d'œil à la somptueuse salle de bal. « Très ambitieuse, apparemment. » De ma position isolée, j'ai vu Olivier arriver avec ses témoins, beau dans son smoking, mais visiblement nerveux. Il a balayé la salle du regard, me cherchant probablement, mais a été rapidement entouré par les collègues d'Isabelle. De l'autre côté de la salle, près de l'entrée, une agitation a attiré mon attention. Franck Colin se tenait dans l'embrasure de la porte, bloqué par un agent de sécurité. Son visage était suppliant alors qu'il tentait de s'expliquer. Je me suis levée pour intervenir quand Isabelle est sortie de la suite nuptiale pour quelques photos. Elle s'est figée en voyant Franck, son visage se vidant de toute couleur. Elle a fait un geste sec à l'agent de sécurité qui a commencé à escorter fermement Franck vers la sortie. Sans réfléchir, j'ai traversé la pièce en hâte. « Attendez » ai-je appelé en m'approchant. « Il est avec moi. » L'agent de sécurité a hésité, nous regardant avec confusion. « Madame Dubois » dit Franck, le soulagement évident dans sa voix. Je me suis tournée vers l'agent. « Il y a eu un malentendu. Monsieur Colin est mon invité. » Isabelle avait disparu dans la suite nuptiale, mais je sentais les regards sur nous de toutes parts. L'agent de sécurité a finalement hoché la tête et a relâché le bras de Franck. « M'a-t-elle vu ?» demanda Franck. « Oui, » ai-je admis. « Elle t'a vu. » Son visage s'est décomposé. Et elle m'a fait expulser. Elle a peur, Franck. Elle a construit toute cette identité et elle a peur que tout s'effondre. Alors que les invités prenaient place pour la cérémonie, Isabelle a fait sa grande entrée dans la zone de réception pré-cérémonie. Victoria planait à ses côtés comme une mère de scène fière, acceptant les compliments comme si elle avait créé Isabelle elle-même. Je suis restée à ma table isolée avec Franck, observant le spectacle se dérouler. Isabelle se déplaçait dans la foule avec un charme étudié, mais ses yeux se dartaient nerveusement dans notre direction toutes les quelques minutes. Un groupe d'invités élégants s'est approché d'Isabelle près de notre table. J'ai reconnu l'un d'eux,
comme le PDG d'une grande société financière lyonnaise. Madame Blackwell a jeté un coup d'œil dans ma direction. Et qui sont ces personnes? Des amis de la famille? Isabelle s'est penchée, sa voix portant juste assez pour que je l'entende. En fait, c'est la gouvernante de longue date de la famille. Elle a pratiquement élevé Olivier, alors il a insisté pour qu'elle vienne. Et je crois que c'est son mari. Frank s'est raidi à côté de moi. J'ai posé une main apaisante sur son bras. Madame Blackwell a hoché la tête avec une compréhension exagérée. Comme c'est gentil de votre part d'inclure le personnel, bien qu'elle soit habillée de manière plutôt formelle, n'est-ce pas? Presque comme de la famille. Le rire d'Isabelle a teinté comme du verre brisé. Eh bien, vous savez comment c'est? Certaines personnes ne comprennent pas les limites, mais que peut-on y faire? Olivier est attaché à elle. Le groupe s'est éloigné, mais les mots d'Isabelle flottèrent dans l'air entre nous. Le visage de Frank était devenu pâle. « Elle vous a appelé la gouvernante », a-t-il murmuré. « Et moi? Ça n'a pas d'importance, » ai-je dit, bien que l'humiliation me brûlât la poitrine. « Laisse-la jouer ses jeux. » Mais ça avait de l'importance. Au cours de l'heure suivante, j'ai remarqué des chuchotements et des regards dans notre direction. Un serveur s'est approché avec du champagne pour toutes les tables environnantes, mais a sauté la nôtre. Quand j'ai demandé un verre, il a semblé surpris. « Je suis désolée, madame. On m'a dit que la table du personnel ne serait servie qu'en boissons non alcoolisées. » Éléonore Martin, une médecin que je connaissais depuis 30 ans, m'a repéré de l'autre côté de la pièce et s'est dirigée vers moi. « Hélène Dubois, je ne t'avais presque pas vue, cachée ici. Que diable fais-tu à la table du personnel ?» J'ai forcé un sourire. Apparemment, il y a eu une confusion dans le plan de table. Éléonore a froncé les sourcils. « Une confusion? Tu es la mère du marié. » « Selon la mariée, je suis la gouvernante de la famille, » ai-je dit à voix basse. Alors que la procession nuptiale commençait, j'ai pris une décision. Prenant le bras de Frank, j'ai murmuré « Suivez-moi ». Nous nous sommes glissés le long du bord extérieur de la zone des sièges et nous nous sommes dirigés vers la première rangée du côté du marié, là où la mère du marié s'assoit traditionnellement. Plusieurs invités ont semblé surpris de nous voir prendre nos places, mais personne n'a protesté. Olivier, me repérant enfin, a éclaté d'un sourire soulagé. J'ai hoché la tête de manière encourageante, mon cœur se gonflant d'amour pour mon fils. Alors qu'Isabelle descendait l'allée au bras de Richard, ses yeux se sont posés sur les miens au premier rang. Le choc, puis la fureur ont traversé son visage, fissurant momentanément son masque de mariée parfait. Puis son regard s'est déplacé vers Frank à côté de moi, et toute couleur a quitté son visage. Pendant un battement de cœur, Isabelle a vacillé, son pas a hésité. Richard l'a stabilisé avec un sourire étudié, mais je pouvais voir la panique monter dans ses yeux. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle, et 300 membres de l'élite lyonnaise regardaient. La transition de l'apéritif à la réception principale a révélé le prochain coup stratégique d'Isabelle. Alors que les invités consultaient le plan de table élaboré, j'ai découvert que malgré ma place légitime pendant la cérémonie, j'avais de nouveau été reléguée à l'obscurité pour la réception. Ma table assignée était nichée derrière un arrangement floral massif, presque complètement caché de la salle principale. Table 27, l'emplacement le plus éloigné possible de la table d'honneur. Pour ajouter l'insulte à l'injure, on m'avait assise avec les prestataires du mariage, l'assistant du photographe, le stagiaire du vidéaste et le personnel de l'organisatrice de mariage. Le nom de Frank n'apparaissait nulle part sur le plan de table. Éléonore m'a trouvé en train d'examiner le plan, le visage rouge d'indignation. « C'est scandaleux, Hélène !»
Tu es la mère du marié. J'ai haussé les épaules avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. Ce n'est pas grave, Éléonore. Ce n'est très certainement pas grave, a-t-elle insisté. Je vais parler à Olivier. S'il te plaît, ne le fais pas, ai-je dit en lui touchant le bras. Il a déjà assez de soucis en ce moment. Alors que la réception commençait et que les invités trouvaient leur table, j'ai conduit Franck à mon coin assigné. Les prestataires ont semblé surpris de nous voir les rejoindre. « Faites-vous partie des mariés ?» a demandé la jeune assistante du photographe. « Je suis la mère du marié, » ai-je répondu simplement. Ses yeux se sont écarquillés. « Mais pourquoi êtes-vous assise ici avec nous ?» J'ai souri. C'est compliqué. De notre coin caché, Franck et moi avons mangé tranquillement pendant que les prestataires discutaient entre eux, nous jetant de temps en temps des regards curieux. « Elle a honte de moi, » a dit doucement Franck, poussant son magret de canard dans son assiette. « Elle l'a toujours été. Je ne suis qu'un ouvrier d'usine avec des mains calleuses et un diplôme de fin d'études secondaires. Pas assez bien pour sa nouvelle vie. » « Il ne s'agit pas de toi, Franck, » ai-je répondu. « Il s'agit d'elle. » Elle a créé cette fiction élaborée parce qu'elle a honte d'elle-même, pas de toi. Alors que le dessert était servi, j'ai remarqué Olivier qui se frayait un chemin dans la foule, cherchant clairement quelqu'un. Moi, ai-je réalisé avec un pincement au cœur. Il ne pouvait pas trouver sa propre mère à sa réception de mariage. Quand il a finalement repéré notre table, cachée derrière l'arrangement floral, son visage s'est assombri de colère. Il a commencé à se diriger vers nous pour être intercepté par Victoria, qui a posé une main retenant sur son bras et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Éléonore est apparue à notre table, se glissant dans une chaise vide à côté de moi. « Hélène, ça a assez duré. La moitié des invités parlent de l'étrangeté de te voir cachée, ici. Et qui est cette femme avec qui Olivier parlait plus tôt ?»« La tante d'Isabelle, » a fourni Franck. « Sa vraie tante. » Les sourcils d'Éléonore se sont levés. « Sa vraie tante, par opposition à… » J'ai soupiré. La vérité émergeait, que cela plaise ou non à Isabelle. « Éléonore, les personnes qu'Isabelle a présentées comme ses parents sont des acteurs qu'elle a engagés. Son vrai nom est Isabelle Collin, et voici son père, Franck Collin. » Olivier s'est dégagé de Victoria et a repris son chemin vers notre table. « Maman, » dit-il, sa voix tendue de colère en nous rejoignant. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi es-tu assise ici? » « Demande à ta femme, » ai-je répondu doucement. Ses yeux se sont tournés vers Franck. « Et qui est-ce » Franck s'est levé et a tendu la main. « Franck Collin, monsieur, le père d'Isabelle. » Le visage d'Olivier est devenu vide de choc. « Le père d'Isabelle ? Mais son père est Richard Lefebvre. » Franck a secoué la tête tristement. « Non, mon garçon. Richard est un acteur. Je suis le vrai père d'Izzy. » Olivier s'est affalé sur une chaise, son monde visiblement basculant. « Un acteur ? De quoi parlez-vous » Rapidement, avec compassion, j'ai expliqué ce que mon détective avait découvert. Le véritable passé d'Isabelle, les parents engagés, la fiction soigneusement construite de la famille Lefebvre. Olivier a écouté en silence, son visage passant par l'incrédulité, la colère et la douleur. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit » a-t-il finalement murmuré. « Je me serais fichu de ses origines ?» Elle avait peur, a dit Franck tranquillement. Peur que tu ne veuilles plus d'elle si tu savais qu'elle avait grandi dans une cité avec un ouvrier d'usine pour père. Olivier s'est levé brusquement. Je dois parler à Isabelle. Maintenant. Alors qu'il s'éloignait à grands pas, Isabelle, voyant l'expression d'Olivier à son approche, s'est levée de son siège avec alarme. Marie Collin, ayant apparemment trouvé le courage, se dirigeait vers la table d'honneur avec son petit cadeau à la main, et Victoria,
observant les deux approches avec panique, faisait des signes frénétiques à Richard. Alors que le moment émouvant entre Isabelle et son père s'apaisait, un silence gêné s'est abattu sur la réception. Le programme soigneusement planifié de toasts, de danses et de coupe du gâteau semblait maintenant trivial à la suite d'une émotion aussi brute. L'organisatrice de mariage, désespérée de reprendre le contrôle de la situation, s'est précipitée avec un sourire figé. Peut-être serait-ce un bon moment pour la danse père-fille, a-t-elle suggéré, puis a hésité en réalisant les implications de ses paroles. Quel père? L'acteur qui était parti, ou le vrai qui venait d'être révélé? C'est Marie qui a brisé la tension, s'avançant pour prendre la main d'Isabelle. « Izzy, ma chérie, pourquoi ne ferais-tu pas ta danse avec ton papa? Ça fait longtemps que ça aurait dû arriver. » Le quatuor à cordes a commencé à jouer « What a Wonderful World », la chanson qu'Isabelle avait choisie pour sa danse avec Richard. Mais maintenant, c'était Franck qui menait sa fille au centre de la piste. Ses mains usées par le travail étaient douces alors qu'il adoptait une position de danse formelle à laquelle il n'était clairement pas habitué. « Je ne sais pas vraiment comment faire cette danse sophistiquée », a-t-il admis assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Isabelle, ou Izzy comme elle semblait maintenant être, lui a adressé un sourire larmoyant. « Balance-toi juste, papa. C'est tout ce que nous devons faire. » Et c'est ce qu'ils ont fait, se déplaçant lentement en un petit cercle, pendant que 300 membres de l'élite lyonnaise regardaient en silence, fascinés. C'était maladroit, non pratiqué. Rien à voir avec la performance chorégraphiée qui avait été prévue avec Richard, mais c'était réel. Un père qui avait travaillé en usine pour payer les études de sa fille, dansant avec elle à son mariage. J'ai observé le visage d'Olivier pendant qu'il les regardait. Le choc initial et la colère avaient laissé place à quelque chose de plus contemplatif. Il voyait sa femme sous un nouveau jour, non pas comme la mondaine Polly qui l'avait poursuivie, mais comme une femme avec des profondeurs et des complexités qu'il n'avait pas imaginées. À la fin de la chanson, Franck a embrassé la joue de sa fille et l'a ramenée là où Olivier et moi nous tenions. « Je crois qu'il est temps que le marié danse avec sa mère », a dit Franck avec une simple dignité, me faisant un signe de tête. Olivier a hésité, puis a tendu la main. « Maman, m'accordes-tu cette danse ? » « Tu savais », a-t-il dit à voix basse alors que nous commencions à danser. « À propos d'Isabelle, des faux parents ? Tout. » J'ai hoché la tête. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Le détective l'a confirmé. « Pourquoi n'as-tu pas arrêté le mariage ?» J'ai regardé dans ses yeux, si semblables à ceux de son père, honnêtes et directs. « Ce n'était pas à moi de prendre cette décision pour toi. Et je crois que les gens méritent une seconde chance. Olivier, Isabelle ou Izzy a fait des choix terribles dans la façon dont elle s'est présentée à toi. Mais réfléchis à la raison pour laquelle elle a senti qu'elle devait le faire. » Il a froncé les sourcils. « Elle aurait pu me faire confiance avec la vérité. » « Le pouvait-elle » ai-je demandé doucement. Dans un monde où les gens sont jugés sur leur pédigré, leurs relations, leur milieu familial, où elle avait déjà appris que des portes s'ouvraient pour Isabelle Lefebvre qui restait fermée à Izzy Collins. Je n'excuse pas sa tromperie, ai-je continué. Mais je la comprends. Il y a 30 ans, j'étais une mère célibataire avec des dettes énormes, essayant de créer une entreprise dans un secteur dominé par des hommes diplômés de grandes écoles et avec des relations familiales. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, mais j'ai certainement compris la tentation. Quand Olivier a pris le micro, la salle est devenue silencieuse. Tout le monde était parfaitement conscient que ce n'était pas un discours de mariage ordinaire. Je me tiens devant vous comme un homme qui vient de découvrir que sa femme n'est pas exactement celle qu'elle prétendait être. Olivier a regardé directement Isabelle en parlant.
Son nom n'était pas Lefebvre, mais Colin. Ses parents n'étaient pas Richard et Victoria, mais Frank, un ouvrier d'usine de Vénissieux qui a tout sacrifié pour donner à sa fille des opportunités qu'il n'a jamais eues. Il a fait une pause, regardant autour de la salle. Beaucoup d'entre vous ont été invités à ce mariage en raison de qui vous êtes, de votre statut social, de vos relations, de votre influence. Je me demande combien d'entre vous auraient répondu « oui » si l'invitation était venue d'Izzy Collin, fille d'un ouvrier d'usine, au lieu d'Isabelle Lefebvre, fille d'un cadre financier. « J'ai aussi une confession à faire », a dit Olivier en se tournant vers moi. Je savais que ma mère avait réussi. Je savais que les chaînes dorées étaient rentables. Mais j'ai laissé Isabelle croire que ma mère avait des moyens modestes, peut-être parce que je voulais être aimée pour moi-même, pas pour l'argent de ma famille. Cette révélation a eu l'effet d'une bombe. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés alors qu'elle me regardait avec une nouvelle compréhension. « La vérité, » a conclu Olivier, « c'est que nous sommes tous plus complexes que nous n'en avons l'air. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous cachons. Des histoires que nous ne racontons pas, des peurs qui nous poussent à présenter des versions particulières de nous-mêmes au monde. » Il s'est retourné vers Isabelle, prenant sa main. « Je t'ai épousée aujourd'hui. Pas Isabelle Lefebvre avec son pédigré fictif, mais la vraie femme sous la façade, quelle qu'elle soit. J'ai hâte de la connaître, si elle est assez courageuse pour me le permettre. » Alors que la sortie dramatique de Victoria laissait la réception dans un silence stupéfait, l'organisatrice de mariage a fait une tentative désespérée pour sauver l'événement. Peut-être serait-ce un bon moment pour la coupe du gâteau ? A-t-elle annoncé avec une gaieté forcée. La suggestion était si incongrue après les révélations qui venaient de secouer la salle qu'une vague de rire nerveux s'est propagée parmi les invités. La tension s'est fracturée, sinon complètement brisée. Isabelle et Olivier ont échangé un regard, mi-déconcerté, mi-résigné. « Pourquoi pas ?» dit Olivier à voix basse. Autant compléter la liste de contrôles traditionnels du mariage. Autour de la salle, les invités ont commencé à chuchoter entre eux, digérant les révélations. Saviez-vous qu'Hélène Dubois était cette Hélène Dubois? Je n'avais aucune idée que la mariée venait de Vénissieux. Ces gens étaient-ils vraiment des escrocs? Pas du tout ses parents. Franck et Marie avaient trouvé des sièges ensemble, les membres de la famille authentique enfin réunis après des années de séparation. Henry Winters s'est approché de leur table, se présentant à Franck avec une chaleur surprenante. « Votre fille est l'une des jeunes professionnelles les plus talentueuses avec qui j'ai travaillé chez Pharmaciel, l'ai-je entendu dire. Maintenant, je comprends d'où elle tient son éthique de travail. » Éléonore est apparue à mon coude alors que j'observais la scène se dérouler. « Eh bien, » dit-elle sèchement. « C'est certainement le mariage le plus mémorable auquel j'ai jamais assisté. »« Tu étais au courant du passé d'Isabelle » a observé Éléonore. « C'est pour ça que tu as engagé le détective. » J'ai hoché la tête. Quelque chose clochait depuis le début. Je voulais comprendre qui Olivier épousait vraiment. « Et tu ne lui as jamais dit ce que tu as découvert ?» J'espérais qu'elle le lui dirait elle-même, ai-je dit. Chacun mérite la chance de raconter sa propre histoire. Éléonore m'a étudié pensivement. « Et ta richesse. » Tu l'as laissé croire que tu avais des moyens modestes. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, ai-je précisé. Je n'ai simplement pas corrigé ses suppositions. Les chaînes dorées ne sont pas un secret. Quiconque se serait donné la peine de faire des recherches sur moi aurait découvert la vérité. « Mais tu savais qu'elle ne l'avait pas fait ?» a souligné Éléonore. « Tu l'as laissée te traiter comme la domestique. » J'ai soupiré. Peut-être que c'était une erreur de ma part, mais je voulais voir son vrai caractère. Comment elle traiterait quelqu'un dont elle pensait ne pouvoir tirer aucun avantage social ou financier. J'ai remarqué Isabelle s'éloignant de la séance photo,
se dirigeant vers les toilettes d'un pas déterminé. Son visage était composé, mais j'ai reconnu la raideur de ses épaules, le contrôle rigide de quelqu'un qui se retient à peine de s'effondrer. « Excusez-moi » ai-je dit en me levant de ma table. « Il y a quelque chose que je dois faire. » J'ai suivi Isabelle jusqu'aux toilettes pour dames, la trouvant seule à l'intérieur, agrippée au comptoir en marbre, alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir. Son maquillage élaboré était strié de larmes, son image soigneusement construite s'effritant littéralement sous ses yeux. Elle s'est raidie quand elle m'a vue entrer, la lassitude remplaçant la vulnérabilité. « Vous venez vous réjouir » demanda-t-elle, sa voix cassante. « Non » ai-je dit simplement. « Je suis venue voir si vous alliez bien. » Elle a ri, un son creux. « Bien ? Toute ma vie vient de s'effondrer devant 300 personnes. Mon mari a découvert que je mentais sur tout, et il s'avère que sa mère, que j'ai traitée comme la domestique, est l'une des femmes les plus riches de Lyon. » Elle a secoué la tête. « Non, Hélène, je ne vais pas bien. » Je me suis placée à côté d'elle, devant le miroir. « Pour ce que ça vaut, je comprends pourquoi vous l'avez fait. » Ses yeux ont rencontré les miens dans le reflet, méfiants. « Vraiment ? » Plus que vous ne le pensez. Il y a 30 ans, j'étais une veuve avec un bambin et une montagne de dettes. Je faisais des gardes triples comme infirmière, tout en essayant de lancer les chaînes dorées. Les banquiers, qui ont refusé mes demandes de prêt, ne voyaient pas une future chef d'entreprise. Ils voyaient une mère célibataire désespérée qu'ils avaient hâte d'escorter hors de leur bureau. Isabelle écoutait, ses défenses s'abaissant légèrement. La différence, ai-je continué, c'est que je n'ai pas essayé de devenir quelqu'un d'autre. Je les ai forcés à me voir, à vraiment me voir, et à voir ce dont j'étais capable. « C'est facile à dire de là où vous êtes maintenant, » a dit amèrement Isabelle. « Vous avez raison, » ai-je reconnu. Je ne sais pas ce que c'est que de grandir dans une cité, mais je sais ce que c'est que d'être sous-estimé, d'être rejeté à cause de circonstances indépendantes de votre volonté. Isabelle s'est tournée pour me faire face directement. « Pourquoi êtes-vous gentille avec moi après la façon dont je vous ai traité ? » Parce que je vois en vous quelque chose qui me rappelle moi-même à votre âge, ai-je dit honnêtement. La détermination, la résilience, la volonté de créer quelque chose de mieux que ce qui vous a été donné. J'ai engagé de faux parents, a-t-elle dit sèchement. J'ai menti à tout le monde, y compris à Olivier. Je vous ai traité comme une servante. Oui, ai-je convenu. Ce furent des choix terribles, mais ils venaient d'un lieu de peur, pas de malice. La peur d'être rejeté pour qui vous êtes vraiment. Le sang-froid d'Isabelle s'est fissuré, de nouvelles larmes montant à ses yeux. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Ma carrière est probablement finie. Mon mariage est peut-être terminé avant même d'avoir commencé. Je ne peux pas redevenir Easy Colline. Mais Isabelle Lefebvre n'a jamais vraiment existé. J'ai tendu la main avec précaution, posant une main sur son bras. Peut-être qu'il est temps de découvrir qui vous êtes vraiment. Pas Easy de la cité, ou Isabelle au pédigree fabriqué, mais la femme sous tous les masques. Au moment où Isabelle et moi sommes retournés à la réception, l'atmosphère avait changé de manière palpable. De nombreux invités étaient déjà partis, sentant que la célébration s'était effectivement terminée avec les révélations dramatiques de Victoria. Isabelle a hésité, puis a redressé les épaules. En fait, j'aimerais dire quelques mots d'abord. Alors qu'Isabelle prenait le micro, un silence s'est abattu sur les invités restants. Olivier s'est tourné pour la regarder, son expression gardée mais attentive. « Merci à tous d'être restés », commença Isabelle, sa voix stable malgré l'émotion de l'heure écoulée.
Je sais que ce n'a pas été la réception de mariage que nous attendions tous. Je dois des excuses à tout le monde dans cette salle, mais surtout à mon mari. Elle a regardé directement Olivier. J'ai passé des années à construire une identité que je pensais me rendrait acceptable aux yeux de gens comme vous. Des gens qui n'ont jamais eu à se soucier de savoir s'il y aurait de la nourriture sur la table ou si l'électricité serait coupée. Elle a fait une pause, rassemblant visiblement son courage. Mon nom est Isabelle Collin. J'ai légalement changé mon nom d'Isy Collin il y a 5 ans. J'ai grandi à Vénissieux avec mon père, Franck Collin. Il a travaillé dans une usine sidérurgique pendant 30 ans pour me donner des opportunités qu'il n'a jamais eues. Et je l'ai remercié en ayant honte de mes origines. Les personnes que j'ai présentées comme mes parents, Richard et Victoria Lefebvre, étaient des acteurs que j'ai engagés pour jouer un rôle. Une tromperie élaborée et coûteuse qui a échappé à tout contrôle. Je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur que si les gens connaissaient la vérité sur moi, sur mes origines, des portes se fermeraient, des opportunités disparaîtraient. Elle s'est tournée vers Olivier, qui se tenait immobile, la regardant. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Je ne sais pas si notre mariage peut survivre en commençant par une tromperie aussi fondamentale. Mais je veux que tu saches que sous tous les mensonges sur mon passé, mes sentiments pour toi étaient réels. Sa voix s'est étranglée. Sont réels. Puis, le maître de cérémonie s'est raclé la gorge. Mesdames et messieurs, la mère du marié aimerait dire quelques mots. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je me dirigeais vers le micro. Je n'avais pas prévu de parler à nouveau, mais le courage d'Isabelle m'avait ému. Il était peut-être temps de mettre toutes les cartes sur la table. Comme Isabelle, je veux reconnaître certaines vérités qui ont été obscurcies aujourd'hui. Mon nom est Hélène Dubois. Je suis la mère d'Olivier et je suis aussi la fondatrice et PDG des résidences pour personnes âgées, les Chênes Dorés. J'ai regardé directement Isabelle. Pendant qu'Isabelle construisait une fiction sur le fait d'avoir plus qu'elle n'en avait, mon fils cachait l'étendue des ressources de notre famille, non pas par honte, mais par désir d'être aimé pour lui-même, plutôt que pour son héritage potentiel. Nous présentons tous des versions de nous-mêmes au monde. Ai-je continué. Certains d'entre nous cachent leur succès, d'autres leurs difficultés, mais une connexion authentique ne peut se produire que lorsque nous sommes assez courageux pour être vus pour qui nous sommes vraiment. J'ai brandi les documents. Ceci est l'acte de propriété d'un bien immobilier sur les quais de Saône, un magnifique appartement haussmannien surplombant la rivière que j'ai acheté comme investissement il y a plusieurs années. Il est évalué à environ 4 millions d'euros. Avec cela, je vous transfère 30% des parts des Chênes Dorés, représentant une part significative de l'entreprise que j'ai construite au cours des 30 dernières années. Les yeux d'Olivier se sont écarquillés de choc. Isabelle se tenait figée, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Ce cadeau ne vient avec aucune condition, ai-je continué. Mais il vient avec l'espoir que vous construirez une vie ensemble basée sur l'honnêteté, le respect mutuel et la compréhension que la vraie valeur vient du caractère, pas des diplômes ou des relations. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire. J'ai balayé du regard les invités restants. Regardez autour de vous dans cette salle. Combien d'entre vous viennent de milieux modestes? Combien avaient des parents ou des grands-parents qui travaillaient dans des usines, faisaient le ménage ou conduisaient des taxis? Combien d'entre vous ont des parties de votre histoire que vous avez polies ou obscurcies pour vous intégrer dans certains cercles? L'erreur d'Isabelle n'était pas de venir de Vénissieux ou d'avoir un ouvrier d'usine pour père. Son erreur a été de croire que ces faits la rendaient moins digne d'acceptation. Et peut-être que notre erreur, en tant que société, est de créer un monde où cette croyance peut prendre racine. L'orchestre a commencé à jouer alors qu'Olivier s'approchait d'Isabelle, s'arrêtant juste avant de la prendre dans ses bras. Pendant un moment tendu,
Ils se sont fait face, deux personnes qui s'étaient mariées comme de parfaits étrangers, leurs personnages soigneusement construits maintenant dépouillés. « Je ne sais pas qui tu es », a dit Olivier, juste assez fort pour que les personnes à proximité l'entendent. Isabelle a hoché la tête, les larmes menaçant de nouveau. « Je sais. Je ne suis plus sûre de le savoir non plus. Mais j'aimerais avoir la chance de le découvrir et de te le montrer, si tu me le permets. » Olivier est resté silencieux un long moment, puis a lentement tendu la main. « Je pense que nous avons tous les deux des découvertes à faire. » Le matin après le mariage s'est levé avec une clarté cristalline qui démentait la turbulence émotionnelle de la veille. Je me tenais à la fenêtre de ma cuisine, regardant la lumière matinale filtrer à travers les platanes que Jacques avait plantés des décennies auparavant, me demandant comment Olivier et Isabelle avaient survécu à leur première nuit en tant que mari et femme, deux personnes qui avaient essentiellement épousé des inconnus. Mon téléphone a sonné avec un message d'Éléonore. « Tout Lyon ne parle que de ça. 3 versions de ce qui s'est passé circulent. Comment vas-tu? As-tu eu de leurs nouvelles? » Je n'en avais pas eu. Une partie de moi avait envie de les contacter, de prendre des nouvelles d'Olivier et de lui offrir mon soutien. Mais une sagesse plus profonde a prévalu. Ils avaient besoin d'espace pour trouver leur propre chemin. Parfois, le rôle de parent le plus profond se joue en silence, dans les moments où nous résistons à l'envie d'intervenir. La sonnette a retenti juste au moment où je versais ma première tasse de café. Quand j'ai ouvert la porte, Franck Collin se tenait sur mon porche, portant toujours le costume froissé de la veille, son expression un mélange d'incertitude et de détermination. « Madame Dubois !» Il a tordu ses mains usées. « Je m'excuse d'arriver à l'improviste. C'est juste que je n'ai personne d'autre à qui parler de tout ça. » « Entrez, Franck, et c'est Hélène. » Je l'ai fait entrer dans ma cuisine, où le rituel familier de la préparation du café nous a donné à tous les deux quelque chose sur quoi nous concentrer en dehors de la gêne. « J'allais justement prendre mon petit déjeuner. Voulez-vous vous joindre à moi? » Il s'est affalé sur une chaise à ma table de cuisine, la même table où Olivier et moi avions partagé d'innombrables conversations tout au long de son enfance. « Je n'ai pas pu dormir à l'hôtel, » a-t-il admis, fixant la tasse fumante que j'ai placée devant lui. Je n'arrêtais pas de rejouer la journée d'hier dans ma tête. Le regard sur le visage d'Izzy quand elle m'a vue, comme si j'étais son pire cauchemar devenu réalité. « Ce n'était pas à propos de vous, » ai-je dit doucement. C'était à propos de la façade qui s'effondrait. « Peut-être. » Il a tracé le grain du bois de ma table avec un doigt calleux. Je n'arrête pas de me demander où j'ai mal fait. Qu'est-ce qui l'a rendue si honteuse de moi qu'elle a eu besoin d'inventer une toute nouvelle famille? J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne, sentant les crêtes et les vallées de décennies de travail manuel. Franck, j'ai aussi élevé un enfant seul. Nous faisons des erreurs, certainement. Mais les choix d'Isabelle ne concernaient pas vos échecs. Ils concernaient un monde qui lui a appris qu'elle devait être quelqu'un d'autre pour appartenir. Mais pourquoi aller à de telles extrémités? Sa voix s'est brisée d'émotion. Engager des acteurs, changer de nom, me couper complètement de sa vie. La peur est un puissant moteur, ai-je répondu. Et la peur du rejet peut pousser les gens à des longueurs extraordinaires. Pensez à combien de portes ont dû se fermer devant elle avant qu'elle ne décide qu'elle devait entrer par une fenêtre. Franck est resté silencieux un long moment. « Je veux juste retrouver ma fille, » a-t-il finalement murmuré. « Même si elle est différente maintenant, même si elle est Isabelle au lieu de ma Isibelle. » Alors que nous étions assis ensemble, deux parents unis dans l'inquiétude pour leurs enfants, mon téléphone a sonné. Le nom d'Olivier est apparu sur l'écran, envoyant une vague d'anxiété à travers ma poitrine. « Maman » a-t-il dit,
sa voix tendue mais stable. Isabelle et moi aimerions passer. Il y a des choses dont nous devons discuter. Est-ce que c'est un bon moment? Bien sûr, ai-je répondu, m'efforçant d'être neutre. En fait, Franck Collin est ici. Une pause lourde a pesé sur la ligne. C'est probablement mieux ainsi. Nous devrions tous parler ensemble. 45 minutes plus tard, la voiture d'Olivier s'est garée dans mon allée. À travers la fenêtre, je les ai vus rester assis immobiles un moment avant de sortir. Ils se déplaçaient à l'unisson, mais maintenaient une distance prudente, connectés mais séparés, comme des planètes sur des orbites adjacentes. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu Isabelle. Fini la mondaine immaculée avec la robe de créateur et le maquillage impeccable. À sa place, se tenait une femme en simple jean et pull, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, le visage propre, sans l'armure de l'artifice. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable et d'une certaine manière, plus authentique que je ne l'avais jamais vue. Ses yeux ont immédiatement cherché son père, qui s'était levé de sa chaise à leur arrivée. Pendant un moment insoutenable, ils se sont simplement regardés à travers mon salon. L'ouvrier d'usine qui avait tout sacrifié pour sa fille et la femme qui avait passé des années à prétendre qu'il n'existait pas. « Papa » a-t-elle finalement dit, le mot sortant à peine comme un murmure. Franck a ouvert les bras sans hésitation, et Isabelle a traversé la pièce en 3 pas rapides, enfouissant son visage contre son épaule. « Je suis tellement désolée » sanglota-t-elle, son corps secoué par la force de son émotion. « Je suis tellement désolée. » Olivier regardait cette réunion avec une expression compliquée. La tendresse se mêlait à une blessure persistante. La compassion était mêlée d'incertitude. Quand Isabelle et Franck se sont finalement séparés, nous nous sommes tous installés dans mon salon, formant un cercle familial maladroit qui n'existait pas 24 heures plus tôt. « Nous avons passé la majeure partie de la nuit à parler » commença Olivier, son épuisement évident dans les cernes sous ses yeux. « Vraiment parler, je pense, pour la première fois. » Isabelle hocha la tête, son regard stable malgré ses yeux rougis. Plus de faux-semblants, plus de performance. C'était difficile, mais nécessaire. Nous avons pris quelques décisions, poursuivit Olivier, cherchant la main d'Isabelle dans un geste qui me surprit par sa naturalité. D'abord, concernant le cadeau de mariage. Il se tourna vers moi, son expression sérieuse. « Maman, nous ne pouvons pas accepter l'appartement des quais de Saône ou les parts des chênes dorés. Pas maintenant, en tout cas. » Mes sourcils se haussèrent involontairement. Puis-je demander pourquoi? Isabelle répondit, sa voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. « Parce que nous devons construire quelque chose à nous, selon nos propres termes. Si nous voulons sauver ce mariage, et nous le voulons, nous devons repartir de zéro. Pas avec des millions d'euros qui pourraient masquer les fissures, au lieu de nous aider à les réparer. » Je les étudiais tous les deux, notant les manières subtiles dont ils se penchaient l'un vers l'autre, comment leurs doigts restaient entrelacés malgré la tension de la conversation. « Je comprends, » dis-je finalement. « Le cadeau sera là quand vous serez prêts. »« Merci, » dit Olivier, le soulagement évident sur ses épaules. La deuxième décision concerne notre situation de vie. Nous avons annulé le voyage de noces en Italie. Nous allons plutôt à Vénissieux. Isabelle continua en se tournant vers son père. « Je veux montrer à Olivier d'où je viens, mon ancien quartier, les écoles que j'ai fréquentées, le centre social où je passais mes après-midi pendant que tu faisais des heures supplémentaires. Tout. » Sa voix s'adoucit. « Plus de cachette, papa. Plus de honte. » Le visage buriné de Franck se plissa d'émotion. « Tu sais, ce vieil appartement n'a pas grand-chose à voir, Isabelle. »« C'est là que j'ai grandi, » dit-elle simplement. « Ça fait partie de qui je suis vraiment. Et je veux qu'Olivier me connaisse entièrement,
pas seulement la version polie que j'ai créée. Olivier lui serra la main, un geste qui en disait long sur la nuit de conversation qu'ils avaient dû avoir. Quelle que soit la colère qu'il avait ressentie à l'hôtel, elle avait évolué en quelque chose de plus complexe. Pas exactement le pardon, mais peut-être la compréhension. Il y a autre chose, dit Isabelle, se tournant pour me faire face directement, le menton levé dans un geste qui me rappela soudainement, puissamment, celui de Franck. Je veux vous présenter mes excuses correctement, Hélène, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Continuez, dis-je, n'acceptant ni ne rejetant encore. La façon dont je vous ai traité au mariage était inexcusable. Vous présenter comme la gouvernante, vous placer à la table du fond, tout ça. Elle maintint le contact visuel, refusant le chemin plus facile de détourner le regard. Dans mon désespoir d'impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance, j'ai blessé quelqu'un qui en a. Quelqu'un qui compte pour Olivier, et maintenant pour moi. Oui, vous l'avez fait. Ai-je convenu, sans édulcorer la vérité? Je n'ai jamais eu à faire face aux conséquences de mes actes auparavant. A-t-elle admis? J'ai toujours pu me sortir de situations difficiles par le charme ou simplement disparaître et me réinventer ailleurs. Mais je ne peux pas le faire cette fois, et je ne le veux pas. Je veux faire amende honorable correctement. Qu'aviez-vous en tête? Ai-je demandé, curieuse plutôt que conflictuelle. Isabelle redressa les épaules. J'aimerais faire du bénévolat dans l'une de vos résidences les Chênes Dorés. Pas en tant que belle-fille de la PDG ou une dame de la société faisant du bénévolat, mais comme une aide ordinaire. Je veux apprendre ce que vous avez construit, et je veux faire l'expérience de ce que signifie servir les autres avec dignité, comme vous le faisiez en tant qu'infirmière. La demande me surprit. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Un cadeau d'excuses peut-être, ou des promesses d'être meilleure à l'avenir. C'était quelque chose de plus substantiel, une véritable tentative de comprendre les valeurs qui m'étaient chères. Ce n'est pas un travail facile, ai-je dit avec précaution. Ni physiquement, ni émotionnellement. Je sais. Son regard resta stable. C'est pour ça que je veux le faire. J'ai passé des années entièrement concentrée sur l'ascension sociale, sur l'impression des bonnes personnes. Je veux apprendre ce que signifie prendre soin de personnes qui ne peuvent rien faire pour moi en retour. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Je n'en ai trouvé aucun. Juste de l'épuisement, de l'humilité et une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. D'accord, ai-je finalement accepté? Je parlerai au directeur de notre établissement de la Croix-Rousse. Vous pouvez commencer la semaine prochaine, après votre voyage à Vénissieux. Merci, dit-elle simplement, sans le charme étudié que j'avais fini par associer à elle. Franck observait notre échange avec une fierté tranquille, sa blessure antérieure cédant la place à un optimisme prudent. Quelles que soient les erreurs qu'Isabelle avait commises, elle en assumait la responsabilité d'une manière qui suggérait une véritable croissance plutôt qu'un simple contrôle des dommages. Olivier, qui était resté silencieusement solidaire tout du long, reprit la parole. Il y a une dernière chose dont nous voulions discuter. Il se tourna vers Franck. Monsieur Collin, nous aimerions vous inviter à rester à Lyon un moment après notre retour de Vénissieux, pour apprendre à nous connaître correctement, en famille. Le visage de Franck s'illumina d'espoir. Vous le pensez vraiment? Oui, nous le pensons, confirma Isabelle. Nous avons trouvé un petit appartement de 2 chambres à louer pendant que nous réglons les choses. La 2e chambre est à vous si vous la voulez. Et votre travail à Vénissieux? Ai-je demandé à Franck. Il haussa légèrement les épaules. L'usine a réduit les effectifs de toute façon, et j'ai assez d'économies pour un certain temps. Il regarda sa fille avec émerveillement. Tu veux vraiment que je reste, Izzy? Oui, papa. Sa voix s'épaissit d'émotion. J'ai passé si longtemps à fuir mes origines. Je ne veux plus fuir. Nous 4 restâmes en silence un moment,
absorbant le poids des changements proposés. Puis, Olivier se leva, tirant doucement Isabelle à ses côtés. « Nous devrions y aller, » dit-il. « Nous avons beaucoup de choses à organiser avant de partir pour Vénissieux demain. » Alors qu'il se préparait à partir, je suis allée chercher une petite boîte dans mon bureau, les boucles d'oreilles en saphir, que j'avais l'intention de donner à Isabelle comme cadeau de mariage personnel, séparé de la propriété et des parts. « Isabelle, » dis-je en lui offrant la boîte, « celle-ci appartenait à ma grand-mère. J'aimerais que vous les ayez, non pas parce que vous vous mariez dans une famille riche, mais parce que je vois en vous la même détermination et la même résilience qu'elle avait. » Elle ouvrit la boîte, ses yeux s'écarquillant devant les saphirs anciens, nichés contre le velours sombre. « Elles sont magnifiques, » murmura-t-elle. « Mais je ne les mérite pas. » « Il ne s'agit pas de mériter, » l'interrompis-je doucement. « Il s'agit d'appartenir. Quoi qu'il se soit passé hier, vous faites maintenant partie de la famille. Celles-ci font aussi partie de votre histoire, désormais. » Isabelle referma soigneusement la boîte, la serrant comme quelque chose de précieux. « Merci, » dit-elle. Les simples mots portèrent le poids d'une promesse plus élaborée. Alors qu'Olivier et Isabelle partaient, Franck et moi nous tenions sur le porche, les regardant s'éloigner en voiture. Deux personnes devenues des alliés inattendus au lendemain de la tromperie et de la révélation. « Pensez-vous qu'ils s'en sortiront ?» demanda Franck, faisant écho à mes propres pensées antérieures. « Je le pense, » dis-je, me surprenant par ma certitude. Ils ont vu le pire l'un de l'autre maintenant. Il n'y a nulle part où aller. Sinon de l'avant. Franck hocha la tête, le soulagement évident dans le relâchement de ses épaules. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais hier a peut-être été la meilleure chose qui pouvait arriver à Izzy. Douloureux, mais nécessaire pour nous tous, ai-je convenu. Parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les paquets les plus difficiles. Alors que Franck se préparait à retourner à son hôtel, j'ai pris une décision. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici jusqu'à leur retour de Vénissieux? La chambre d'amis est bien plus confortable que cet hôtel, et cela nous donnerait l'occasion de mieux nous connaître. Franck hésita, clairement mal à l'aise à l'idée de s'imposer. « Nous sommes de la famille maintenant, » lui ai-je rappelé. Une famille inattendue, peut-être, mais une famille quand même. Son visage buriné s'éclaira d'un sourire reconnaissant. « Merci, Hélène. J'aimerais beaucoup. » Alors qu'il portait son petit sac de voyage dans la chambre d'amis, je me suis surprise à penser à la nature étrange et imprévisible de la famille, comment elle pouvait s'agrandir de la manière la plus inattendue, à travers des circonstances que personne n'aurait pu prédire. 24 heures plus tôt, je n'aurais pas pu imaginer partager ma maison avec un ouvrier d'usine de Vénissieux. Pourtant, nous étions là, connectés par le voyage compliqué de nos enfants vers un amour authentique. Le mariage ne s'était pas déroulé comme prévu, loin de là. Mais peut-être que la réalité désordonnée était plus précieuse que l'illusion parfaite n'aurait jamais pu l'être. 2 semaines après le mariage, Olivier et Isabelle sont revenus de Vénissieux. Transformés. L'expérience avait clairement été significative pour eux deux. Isabelle était plus ancrée et authentique que je ne l'avais jamais vue, tandis qu'Olivier avait une nouvelle compréhension de la femme qu'il avait épousée. Ils sont arrivés pour le dîner du dimanche avec Franck, qui avait prolongé son séjour à Lyon et envisageait un déménagement permanent. Isabelle avait déjà commencé son bénévolat à l'établissement de la Croix-Rousse 3 jours par semaine, rentrant à la maison avec des histoires sur les résidents qui révélaient une appréciation croissante de la valeur de la connexion humaine au-delà de l'ascension sociale. Alors que nous nous réunissions autour de ma table à manger,
La même où Olivier et moi avions partagé des milliers de repas au fil des ans. J'ai remarqué une nouvelle aisance entre eux. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec la synchronicité confortable de personnes qui avaient commencé à se connaître vraiment. « Comment était Vénitieux ?» ai-je demandé, alors que nous nous passions les plats de poulet rôti et de légumes. « Éclairant ?» a répondu Olivier, jetant un regard respectueux à Isabelle. Izzy m'a tout montré, son ancien quartier, ses écoles, la bibliothèque où elle étudiait jusqu'à la fermeture tous les soirs. J'ai noté son utilisation de son surnom d'enfance, une reconnaissance petite mais significative de sa véritable identité. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, a dit Isabelle à son père. Même mon trophée du concours de sciences est toujours sur l'étagère. Je n'ai jamais eu le cœur de les déplacer, a admis Franck. J'ai toujours espéré que tu reviendrais un jour. Isabelle a tendu la main vers la sienne sur la table. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps, papa. Au fur et à mesure du dîner, Isabelle a partagé des histoires de son enfance, des récits honnêtes et sans phare sur le fait de grandir avec des ressources limitées, mais une détermination abondante. Elle a décrit le centre social où elle passait ses après-midi pendant que Franck faisait des heures supplémentaires, le professeur qui avait reconnu son potentiel et l'avait aidé à postuler pour des bourses, la première fois qu'elle avait réalisé que son adresse faisait que les gens la traitaient différemment. J'avais 14 ans, se souvint-elle, réarrangeant soigneusement les petits pois dans son assiette. Je postulais pour un programme scientifique d'été à l'université. Tout le comportement de l'intervieweur a changé quand il a vu mon adresse sur le dossier. Soudain, je n'étais plus une étudiante prometteuse. J'étais un cas social, une statistique de diversité. « C'est là que ça a commencé ?» a demandé doucement Olivier. « Le désir de te réinventer. » Isabelle a hoché la tête. « C'est la première fois que j'ai compris que d'où tu viens peut déterminer comment les gens te voient, indépendamment de tes capacités ou de ton caractère. » Elle a baissé les yeux sur son assiette. À l'université, j'ai commencé à faire de petits changements, à neutraliser mon accent, à faire référence à des endroits où je n'étais jamais allée, à laisser les gens supposer des choses sur mon passé sans les corriger. Et puis, ça a fait boule de neige, a supposé Franck. Oui, a-t-elle reconnu. Chaque petite tromperie a rendu la suivante plus facile, jusqu'à ce qu'Isabelle Lefebvre naisse et qu'Izzy Collin disparaisse tout simplement. Sauf qu'elle n'a pas disparu, a dit Olivier, couvrant sa main de la sienne. Elle était là depuis le début. L'intelligence, la détermination, la volonté, tout ça était réel, même si l'histoire ne l'était pas. Isabelle le regarda avec reconnaissance. Il a fallu que je perde tout pour le réaliser. Après le dîner, alors que Franck et Olivier débarrassaient la table, Isabelle m'a prise à part dans le salon. « Je voulais vous remercier, » dit-elle à voix basse, « de nous avoir donné la chance de recommencer. Vous auriez pu me démasquer dès le début ou monter Olivier contre moi après le mariage. Vous en aviez parfaitement le droit. » « Cela n'aurait servi personne, » ai-je répondu. « Et surtout pas Olivier. » Pourtant, a-t-elle insisté, la plupart des mères se seraient battues plus durement contre une belle-fille qui les a traitées comme je vous ai traitées. J'ai réfléchi à cela. Peut-être, mais j'ai reconnu quelque chose en vous, Isabelle, une fin que je comprenais de mes propres débuts. La différence, c'est que j'ai canalisé cette fin dans la construction de quelque chose de significatif, tandis que vous l'avez canalisée dans la construction d'une illusion. Elle a hoché la tête, acceptant la douce critique. J'apprends. Les résidents de la Croix-Rousse m'apprennent plus que ce que j'attendais. Ils se fichent de la marque que je porte ou de qui sont mes parents. Ils veulent juste que quelqu'un écoute leurs histoires, qu'on les traite avec dignité. « C'est le fondement des chaînes dorées ?» lui ai-je dit.
voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent ou d'où ils viennent. C'est une meilleure fondation que celle sur laquelle je construisais, a-t-elle admis. Alors qu'Olivier et Franck nous rejoignaient, apportant café et dessert, la conversation s'est tournée vers leurs projets futurs. Nous avons trouvé un petit appartement à la Pardieu, a expliqué Olivier. Rien d'extraordinaire, mais c'est à nous. Nous repartons de zéro, nous construisons à partir de la base. Et le travail ? Ai-je demandé. Isabelle, retournerez-vous chez Pharmaciel ? Elle a secoué la tête. Non, après tout ce qui s'est passé au mariage, ce serait trop compliqué. Trop de gens connaissent la vérité maintenant. Elle a redressé les épaules. De plus, je suis prête pour quelque chose de différent. J'ai postulé pour un poste dans une association qui aide les étudiants défavorisés à accéder à l'enseignement supérieur. Mon entretien est la semaine prochaine. Utilisez vos compétences en relations publiques pour une cause différente, ai-je observé. Exactement. Il est temps que j'utilise mes capacités pour aider des gens comme la fille que j'étais, au lieu de simplement grimper plus haut moi-même. Franck rayonnait de fierté. Ça a l'air merveilleux, Isabelle. Et toi, papa ? demanda-t-elle. As-tu décidé de déménager à Lyon ? Franck m'a jeté un coup d'œil, puis s'est tourné vers sa fille. En fait, j'en ai parlé avec Hélène. Elle m'a offert un poste au Chêne Doré, superviseur de la maintenance des installations. Il s'avère que mon expérience en usine est assez transférable pour maintenir les bâtiments en bon état de fonctionnement. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés. « Tu vas travailler pour les Chênes Dorés ?»« Si ça ne te dérange pas, » a dit Franck, soudainement incertain. « Je sais que ça peut paraître étrange, avec toi qui y fais du bénévolat et tout. »« C'est parfait, » l'a assuré Isabelle. « Plus que parfait. » J'ai observé l'échange avec une satisfaction tranquille. Quand j'avais offert le poste à Franck, ce n'était ni de la charité ni de la manipulation. Il avait véritablement des compétences qui profiteraient à l'organisation. Mais l'avantage supplémentaire de l'aider à se rapprocher de sa fille était indéniable. « Il y a autre chose dont nous voulions discuter, » a dit Olivier en prenant la main d'Isabelle. « À propos du cadeau de mariage. » J'ai haussé un sourcil. « L'appartement et les parts, je vous l'ai dit. Ils seront là quand vous serez prêts. »« Nous y avons réfléchi, » a dit Isabelle. « Nous ne voulons toujours pas les accepter pour nous-mêmes, du moins pas encore, mais nous avons eu une autre idée. Nous aimerions utiliser la valeur de l'appartement pour créer une fondation de bourse d'études pour les étudiants issus de milieux comme celui d'Isabelle, » a poursuivi Olivier. Des jeunes avec les capacités et la volonté, mais pas les ressources ou les relations pour accéder aux universités d'élite. La fondation Isabelle Collin a ajouté délibérément Isabelle en utilisant son nom de naissance. Une façon de reconnaître d'où je viens tout en aidant ceux qui y sont encore. Je me suis adossée, véritablement impressionnée par la proposition. Et les parts des Chênes Dorés, nous aimerions les placer en fiducie, a expliqué Olivier. Ne pas y accéder maintenant, mais les préserver pour l'avenir, peut-être pour nos enfants un jour, ou pour la fondation si elle a besoin de financement supplémentaire. La prévenance de leur plan m'a émue. Ce n'était pas un rejet de mon cadeau, mais sa transformation en quelque chose qui correspondait à leurs valeurs en évolution. Je pense que c'est une excellente idée, ai-je dit sincèrement. Une façon de transformer les tromperies d'hier en opportunités de demain. Franck, qui avait écouté tranquillement, s'est raclé la gorge. « J'aimerais contribuer aussi, » a-t-il dit. « Ce n'est pas grand-chose comparé à un appartement de luxe, mais j'ai quelques économies, assez pour financer peut-être une bourse. » Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. « Papa, tu n'as pas à le faire. »« Je veux le faire, » a-t-il interrompu doucement. « Je n'ai pas pu te donner grand-chose en grandissant, mais je peux t'aider à faire ça maintenant. » Nous quatre sommes restés assis en silence confortable un moment,
les liens entre nous se renforçant malgré, ou peut-être à cause de, la tumultueuse aventure qui nous avait réunis. Alors que la soirée touchait à sa fin, Olivier m'a prise à part pendant qu'Isabelle et Franck continuaient de parler dans le salon. « Merci, maman », a-t-il dit doucement. « Pour tout. De ne pas nous avoir abandonnés, même quand les choses sont devenues compliquées. »« Je ne t'abandonnerai jamais, ai-je promis. Ni Isabelle. Vous trouvez tous les deux votre chemin. Et je suis fière de la façon dont vous le faites. » Olivier a jeté un coup d'œil vers sa femme, son expression s'adoucissant. « Elle n'est pas celle que je pensais épouser, » a-t-il admis. « Elle est plus complexe, plus imparfaite, et finalement plus intéressante. J'apprends enfin à la connaître, la vraie. »« Et aimes-tu ce que tu découvres ?» ai-je demandé. Son sourire était une réponse suffisante. « Oui, la vraie Isabelle vaut la peine d'être connue. Cicatrices, difficultés et tout le reste. » Alors qu'il se préparait à partir, Isabelle m'a étreinte. Pas le baiser en l'air de nos premières rencontres, mais une véritable étreinte. « Merci pour la seconde chance, » a-t-elle murmuré. « Je ne la gaspillerai pas. »« Je sais que tu ne le feras pas, » ai-je répondu. Et je le pensais. En les regardant s'éloigner en voiture, mon fils et sa femme, commençant leur voyage authentique ensemble, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le mariage aurait pu être un désastre selon les normes conventionnelles, mais il avait accompli quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle cérémonie parfaite n'aurait pu le faire. Il avait dépouillé les faux-semblants et créé un espace pour la vérité. Franck se tenait à côté de moi sur le porche, regardant les feux arrière disparaître dans la rue. « Ils vont s'en sortir, » a-t-il dit. Pas une question, mais une prise de conscience. « Oui, » ai-je convenu. Je crois qu'ils le feront. 1 mois après le mariage, les répercussions de ce que la société lyonnaise avait pris l'habitude d'appeler l'affaire Lefebvre-Collin se faisaient encore sentir dans les cercles sociaux de la ville. L'histoire s'était répandue, devenant plus élaborée à chaque récit. Certaines versions affirmaient qu'Isabelle avait engagé non seulement de faux parents, mais toute une famille élargie fictive. D'autres suggéraient qu'Olivier connaissait la vérité depuis le début et avait mis en scène la révélation comme une sorte d'expérience sociale. Éléonore m'appelait régulièrement pour me tenir au courant des ragots, que je recevais avec un détachement amusé. La réalité était bien plus banale et finalement plus significative que les récits dramatiques qui se construisaient. Olivier était retourné à sa pratique pédiatrique. Isabelle s'épanouissait dans son nouveau rôle au sein de l'association éducative, et Franck s'était parfaitement intégré à l'équipe de maintenance des Chênes Dorés, son expérience pratique se révélant inestimable. Nous dînions tous les 4 ensemble chaque dimanche, formant de nouvelles traditions et tissant de véritables liens. La Fondation Isabelle Collin avançait, les cadres juridiques étant établis et un conseil consultatif prenant forme. J'avais mis Isabelle en contact avec plusieurs de mes relations d'affaires qui avaient des parcours similaires aux siens, des professionnels accomplis issus de milieux modestes, qui comprenaient la valeur de créer des voies pour les autres. 6 semaines après le mariage, nous avons reçu une invitation inattendue à un gala de charité organisé par les Blackwell, l'une des familles les plus en vue de Lyon, et parmi les invités qui avaient assisté au drame du mariage. « Nous ne sommes pas obligés d'y aller, » a dit Olivier lorsque l'invitation est arrivée. « Ça pourrait être inconfortable. » Isabelle a secoué la tête. « Non, je pense que nous devrions y aller. Je ne me cache plus. Ni qui je suis, ni d'où je viens. » Le soir du gala, j'ai attendu dans mon salon qu'Olivier et Isabelle viennent me chercher. Franck avait choisi de ne pas y assister, estimant que de tels événements mondains étaient encore hors de sa zone de confort, malgré nos assurances. Quand ils sont arrivés, j'ai été frappée par la transformation d'Isabelle. Fini la mondaine surpolie, avec des étiquettes de créateur et un charme calculé.
À sa place se tenait une femme, dans une robe noire simple mais élégante, des bijoux minimalistes, y compris les boucles d'oreilles en saphir de ma grand-mère, et une confiance tranquille qui n'avait besoin d'aucune validation externe. « Tu es magnifique », lui ai-je dit sincèrement. « Merci », a-t-elle répondu. Je réalise que je n'ai plus besoin d'essayer si fort. C'est épuisant de maintenir une façade. Olivier la regardait avec une fierté évidente, sa main reposant légèrement au creux de son dos, un geste de soutien plutôt que de possession. Lorsque nous sommes arrivés au manoir des Blackwell, le brouhaha habituel des conversations s'est momentanément interrompu alors que les têtes se tournaient pour observer notre entrée. Je pouvais presque entendre la pensée collective. Les Dubois et Isabelle Collin, le feuilleton de la vie réelle en chair et en os. Madame Blackwell s'est approchée immédiatement, son masque social fermement en place. « Hélène, Olivier, Isabelle, comme c'est merveilleux que vous ayez pu vous joindre à nous. » Ses yeux se sont attardés sur Isabelle avec une curiosité à peine déguisée. « Nous n'étions pas sûrs que vous viendriez ? Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, » a répondu Isabelle avec une simple dignité. Le Fonds pour l'éducation des enfants fait un travail important. Madame Blackwell a semblé momentanément déconcertée par la réponse directe d'Isabelle, s'attendant peut-être à une attitude défensive ou à un charme excessif pour compenser ses tromperies passées. « Oui ? Eh bien, » s'est-elle reprise. « Profitez bien de votre soirée. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de vous parler. » Alors qu'elle s'éloignait, Isabelle a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas si terrible. « La nuit est jeune », a plaisanté Olivier, mais il lui a serré la main de manière rassurante. Tout au long de la soirée, nous avons navigué dans les courants sociaux avec une détermination calme. Certains invités nous évitaient complètement. D'autres s'approchaient avec une curiosité à peine voilée, déguisée en inquiétude. Isabelle, ma chérie, a roucoulé une femme qui était au mariage. Comment tenez-vous le coup ? Vous devez traverser une période si difficile. En fait, je vais très bien, a répondu Isabelle d'un ton égal. Parfois, il faut une prise de conscience publique pour trouver son chemin authentique. La femme a cligné des yeux, s'attendant clairement soit à une attitude défensive, soit à des excuses, plutôt qu'à une conscience de soi calme. En nous déplaçant dans la salle de bal bondée, j'ai remarqué un schéma émerger. Les invités qui approchaient Isabelle avec une chaleur sincère étaient souvent ceux qui, comme elle, étaient issus de milieux modestes. Ils reconnaissaient dans son histoire des éléments de leur propre parcours, les compromis faits, les identités ajustées, la pression constante pour s'intégrer dans des espaces non conçus pour des gens comme eux. J'ai aussi changé mon accent, a confié un éminent chirurgien dans un moment de calme. J'ai pris des leçons d'élocution pour effacer les rives de gier de ma voix. Nous nous réinventons tous à un certain degré. Isabelle a hoché la tête, une compréhension passant entre eux. La différence, c'est que j'ai été trop loin. J'ai créé une fiction au lieu d'une évolution. Plus tard dans la soirée, Madame Blackwell s'est de nouveau approchée d'Isabelle, cette fois avec sa fille Amélie à ses côtés. « Isabelle », a dit Madame Blackwell avec une gaieté fabriquée. Amélie envisage de postuler à l'Université de Lyon pour ses études supérieures. Peut-être pourriez-vous lui parler de votre expérience là-bas ? La question était clairement conçue pour forcer Isabelle soit à poursuivre ses tromperies, soit à les admettre publiquement à nouveau. J'ai senti Olivier se raidir à côté de moi, se préparant à intervenir. Mais Isabelle nous a tous surpris. « Je serais ravie », a-t-elle dit calmement. J'ai été transférée à l'Université de Lyon depuis l'IUT de Vénissieux, après ma 2e année. C'était un défi d'arriver en tant qu'étudiante transférée d'une institution moins prestigieuse, mais l'enseignement était excellent. Amélie, qui semblait véritablement intéressée plutôt que malveillante, a posé des questions de suivi sur des programmes spécifiques et des professeurs.
Isabelle a répondu de manière réfléchie, sans cacher ni sursouligner son parcours non traditionnel. Madame Blackwell, privée du drame qu'elle avait clairement espéré provoquer, a finalement éloigné sa fille avec un sourire rigide. « Bien géré », ai-je murmuré à Isabelle. Elle a haussé légèrement les épaules. Je n'ai plus honte de mon parcours. Il a été plus difficile que la plupart, ce qui me rend plus fière de là où j'en suis arrivée. Alors que la soirée avançait, Isabelle a été approchée par la directrice du Fonds pour l'éducation des enfants, qui avait entendu sa conversation avec Amélie. « Madame Dubois », a dit la femme, en utilisant le nom de femme mariée d'Isabelle. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre discussion sur les parcours éducatifs. Nous recherchons des membres du conseil d'administration qui comprennent les défis auxquels sont confrontés les étudiants de divers horizons. Seriez-vous peut-être intéressé à en savoir plus sur cette possibilité ?» Les yeux d'Isabelle se sont légèrement écarquillés. « Oui, beaucoup. » « Merveilleux. L'expérience que vous avez mentionnée, de l'IUT à une université d'élite, c'est exactement le genre de transition que beaucoup de nos étudiants tentent de naviguer. » Alors qu'elles échangeaient leurs coordonnées, j'ai vu quelque chose changer dans l'expression d'Isabelle. La prise de conscience que son passé compliqué, qu'elle avait travaillé si dur à cacher, pourrait en fait être un atout pour créer un changement significatif. À la fin de la soirée, quelque chose d'inattendu s'était produit. Isabelle, plutôt que d'être socialement ostracisée comme beaucoup l'auraient prédit, avait trouvé sa voix authentique. Ceux qui l'avaient approchée avec curiosité ou jugement étaient en grande partie repartis impressionnés par sa franchise et sa résilience. Ceux qui l'avaient évitée en disaient plus sur leurs propres insécurités que sur les siennes. Alors que nous nous préparions à partir, Madame Blackwell nous a interceptés une dernière fois. « Isabelle, » dit-elle, la voix basse et confidentielle. « Je dois dire que vous avez géré cette soirée avec un sang-froid remarquable. Beaucoup à votre place auraient refusé d'apparaître en public si peu de temps après de telles révélations. » Isabelle a soutenu son regard. « La seule chose pire que de faire des erreurs est de s'en cacher, Madame Blackwell. J'ai déjà passé trop d'années à me cacher. » Quelque chose a vacillé dans les yeux de la femme plus âgée, une reconnaissance peut-être, ou même un respect à contre-cœur. Elle a hoché la tête sèchement et s'est éloignée pour dire au revoir à d'autres invités. Dans la voiture en rentrant, Olivier a pris la main d'Isabelle. « Tu as été incroyable ce soir. »« Ce n'était pas aussi difficile que je le pensais, » a-t-elle admis. Une fois que vous cessez de vous soucier désespérément de ce que tout le monde pense de vous, c'est en fait assez libérateur. J'ai souri depuis la banquette arrière, me souvenant de mon propre cheminement vers cette même prise de conscience des décennies plus tôt. Les personnes dont l'opinion compte vraiment valoriseront l'authenticité plutôt que la performance, à chaque fois. Je commence à le comprendre, a dit Isabelle en me regardant avec une chaleur sincère. Mieux vaut tard que jamais. Lorsque nous sommes arrivés chez moi, Olivier a insisté pour me raccompagner jusqu'à la porte, malgré mes protestations que ce n'était pas nécessaire. « Merci d'être venu ce soir, » a-t-il dit en m'embrassant sur le porche. « Ta présence a rendu les choses plus faciles pour nous deux. »« Vous n'aviez pas besoin de moi ?» lui ai-je dit honnêtement. « Toi et Isabelle avez tout géré magnifiquement seul. » Il a souri, le clair de lune captant la même expression déterminée que j'avais vue d'innombrables fois tout au long de son enfance. Quand il apprenait à faire du vélo, étudiait pour des examens difficiles, postulait en faculté de médecine. Peut-être, mais c'est toujours bien d'avoir du renfort. En les regardant s'éloigner, j'ai réfléchi à la leçon tacite de la soirée. Que la vraie force ne vient pas de la construction de façades parfaites ou de la navigation dans les hiérarchies sociales,
mais du courage de se tenir fermement dans sa propre vérité, aussi compliquée ou imparfaite que cette vérité puisse être. 3 mois après le mariage, Olivier et Isabelle nous ont invités à une petite réunion dans leur appartement de la part Dieu. Le modeste 2 pièces était meublé simplement mais chaleureusement. Des photos des 2 familles étaient bien en vue, y compris plusieurs de Franck et Isabelle de son enfance, non plus cachées par honte. « Nous avons une annonce à faire », a dit Olivier une fois que nous étions tous installés dans leur salon. Pendant un bref instant de surprise, je me suis demandé si un petit enfant était en route. Mais les mots suivants d'Isabelle ont pris une autre direction. « Nous aimerions renouveler nos vœux », a-t-elle dit, regardant d'abord son père, puis moi. Pas une grande production comme le mariage, mais quelque chose de petit et de sincère. Juste la famille et quelques amis proches. Un nouveau départ, a ajouté Olivier, basé sur la vérité cette fois. Nous espérions, a poursuivi Isabelle, que vous joueriez tous les 2 des rôles spéciaux. Papa, j'aimerais que tu me conduises à l'hôtel, pour de vrai cette fois. Les yeux de Franck ont brillé. Je serais honorée. Et Hélène, s'est tournée Isabelle vers moi. Nous aimerions que vous officiiez, si vous le voulez bien. Vous avez été une partie si importante de notre parcours, nous aidant à retrouver notre chemin vers l'authenticité. J'étais touchée au-delà des mots. Bien sûr, je serais honorée. La cérémonie a eu lieu 2 semaines plus tard dans le jardin derrière ma maison, là où Jacques avait autrefois planté des rosiers et des pommiers. Octobre, en région lyonnaise, peignait le décor de couleurs automnales brillantes, l'air vif et clair, alors qu'une trentaine de nos amis et parents les plus proches se rassemblaient sur des chaises pliantes blanches. Isabelle portait une simple robe crème, élégante mais sobre, à des mondes de la robe de créateur élaborée de son premier mariage. Ses cheveux étaient coiffés naturellement, son maquillage minimal, ses seuls bijoux, les boucles d'oreilles en saphir de ma grand-mère et son alliance. Franck, dans un nouveau costume qui lui allait parfaitement, la conduisait dans l'allée improvisée avec une fierté rayonnante dans les yeux. Fini l'incertitude et l'inconfort du premier mariage. À leur place, la dignité naturelle d'un père ouvertement chéri par sa fille. Olivier attendait sous une arche de fleurs d'automne, son expression d'une certitude absolue, si différente de la tension et du doute qui avaient démarqué notre conversation privée la veille de son premier mariage. Alors qu'il se tenait devant moi, j'ai regardé la petite assemblée. Éléonore et son mari, la famille Chen, Henry Winters, plusieurs collègues d'Olivier, les nouveaux collègues d'Isabelle de l'association éducative. Marie Colin était assise au premier rang, pouvant enfin revendiquer ouvertement sa nièce. Pas d'acteurs engagés, pas d'arrivistes sociaux, pas de public à impressionner. Juste des gens qui se souciaient sincèrement du couple qui se tenait devant moi. Nous nous rassemblons aujourd'hui, ai-je commencé, non pas pour créer un mariage, mais pour en célébrer un qui a déjà surmonté sa première tempête. Olivier et Isabelle ont choisi de renouveler leur engagement l'un envers l'autre, non pas dans l'éclat d'une illusion parfaite, mais dans la lumière chaude d'une compréhension authentique. En parlant de la nature du véritable partenariat, construit sur l'honnêteté, le respect mutuel et le courage d'être vulnérable, j'ai vu les mots atterrir différemment qu'ils ne l'auraient fait 3 mois plus tôt. Olivier et Isabelle avaient gagné ces aperçus par une expérience difficile. Pas seulement les avaient reçus comme des platitudes de mariage traditionnel. Quand le moment est venu pour eux de partager leurs nouveaux vœux, Isabelle a parlé la première. « Olivier », a-t-elle dit, sa voix claire et stable. « Il y a 3 mois, je t'ai épousé en étant quelqu'un que je n'étais pas. Aujourd'hui, je me tiens devant toi en tant que moi-même, Isabelle Colin-Dubois, avec toutes mes complexités, mes défauts et mes vérités. Je promets de ne plus jamais me cacher derrière des masques ou des fabrications.
Je promets de partager tout mon être avec toi, les parties dont je suis fière et celles que j'apprends encore à accepter. Elle a pris une profonde inspiration, l'émotion la submergeant momentanément. Merci d'avoir vu au-delà de mes tromperies.